dans lequel on sera accueillis. Je vous invite à reprendre vite votre place. Aussi, tu vuoi mettere la proiezione delle macchine di Leonardo? Alors, on démarrera avec cette présentation de base que Pascal nous a préparée sur les machines de Léonard. Jean-Paul Lomont, il va venir. Merci beaucoup. Cecilia Laschi. Oui. Montez sur scène, s'il vous plaît. Jean-Paul Lomont, professeur roboticien, il va lui-même se presenter. Merci Jean-Paul. Si vieni adesso, così ti siedi già e vedono già che c'è qualcosa. La presentazione di Pascal è pronta? No, Jean-Paul ce l'ha? Voilà. Sì. On démarre comme ça. Si après on a besoin, on revient sur les machines, car sinon on se... Bien. Je vais vous proposer de commencer par finalement un automate que Léonard de Vinci a conçu pour François Ier, qui était un lion, comme vous le voyez ici, dont on n'a malheureusement aucune trace, aucun dessin explicite, mais on a d'autres témoignages écrits, si vous voulez, que ce lion avait parfaitement existé. Alors, quelle est la particularité de ce lion qui a été reconstitué ici, et que vous pouvez voir à l'Institut italien ici à Paris? C'est une reconstitution, c'est une hypothèse. Mais en tous les cas, ce lion a bien existé. Je voudrais simplement, pour insister sur juste un fait, c'est que vous voyez qu'ici, son système de propulsion n'est pas les pattes du lion en tant que tel, mais une roue. D'accord? Alors vous gardez ça jusqu'à la fin de mon très court exposé, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un automate? Un automate, c'est une machine. Qu'est-ce que c'est qu'une machine? Une machine, c'est un objet technique qui est doué de mouvement. D'accord? Donc, pour un automate, il y a une source d'énergie et ensuite, l'ensemble des transmissions sont de nature mécanique. C'est-à-dire que ici, les pattes du lion sont entraînées. On voulait vous proposer, pour rester sur le background historique et reprendre un peu d'attention et un peu de, comme dire, concentration, présenter vite avant les machines de Léonard que Pascal a préparées pour nous, comme background. Hein? Voilà. En préalable, mais Pascal, il a déjà fait son intervention, donc ça sera que pour montrer les machines. On y va? Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc maintenant, la parole à Jean-Paul Lomont, comme on a dit, pour des présentations dynamiques. Merci. D'accord, bien, je vais reprendre Non, mais je vous en prie, au contraire, parce que c'est moi qui vais vous poser des questions. Et donc ce lion de Léonard de Vinci a bien existé. Il a bien été offert à François Ier et il crachait bien des lys. Avant cela, à Louis XII et à d'autres. D'accord. Donc, effectivement, ce qu'on n'a pas, c'est aucun dessin de ce lion. On ne sait pas exactement comment il était fait. Donc, ce qui vous est représenté là est une hypothèse. Une hypothèse, mais là où je voulais insister, et parce que là, il y a des dessins très explicites de Léonard sur ça, qui est le mouvement de transmission d'une roue qui est en train de tourner sur des systèmes articulés qui pourraient éventuellement
éventuellement représenter les pattes. Partant de cette hypothèse-là, on a pu reconstruire cette maquette. Supposons que c'est une maquette qui a été réellement pensée par Léonard à son époque et qui donne donc une introduction à ce qui va suivre, c'est-à-dire que il y a eu de tout temps en technologie une volonté d'essayer d'imiter le vivant. Je redis que la machine, donc c'est un objet technique qui bouge. Donc, ce qui va servir, c'est un moulin à vent, mais depuis l'Antiquité, on a essayé d'imiter le vivant, d'imiter des oiseaux, mais avant tout, c'était un objet qui devait servir à quelque chose. Hein. Si on remonte dans l'Antiquité, vous avez l'ingénieur Héron qui fabriquait des portes coulissantes qui s'ouvraient automatiquement. Alors, c'est là où j'ai insisté, grâce à une source d'énergie qui était, disons, l'ancêtre de la machine à vapeur. Hein. On faisait un feu qui faisait bouillir de l'eau et sous la pression, on pouvait actionner un mécanisme. Ici, dans le lion de Léonard, on ne sait pas exactement quel est le mécanisme, mais s'il s'agit de faire tourner une roue, on pourrait parfaitement concevoir un ressort à spirale hein, qu'on remonterait et qui se déroulerait, qui ferait tourner la roue, et cette roue actionnerait par transmission de cordes, des systèmes articulés qui animeraient les pattes du lion et qui donneraient l'illusion que le lion marche, hein, alors que c'est une roue simplement au sol qui le propulse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, gardez en tête cette image. Alors, si on passe maintenant à une période un petit peu plus moderne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est des automates qu'on appelle aujourd'hui des robots. Donc en voici un, donc ça c'est le robot humanoïde HRP2, et d'entrée de jeu, là où je voudrais insister, c'est la source d'énergie. La source d'énergie provient d'une batterie qui est située dans le torse dans le pelvis plus exactement, du robot, et qui permet cette source d'énergie est complètement déportée grâce à une trentaine de moteurs électriques qui vont articuler chacun des mécanismes articulaires du système. Donc vous voyez qu'ici, on n'est plus exactement dans l'automate où la transmission du mouvement se fait par un système mécanique, donc un système figé, même si on peut faire des automates extrêmement sophistiqués, mais en tous les cas, la transmission est rigide, tandis que là, on a accès... L'ingénieur a accès à la mise en mouvement de chacun des degrés de liberté complètement de manière indépendante les uns des autres. Donc là, on est dans un domaine de la robotique, c'est-à-dire ce type d'objet ne pouvait pas être conçu avant l'invention de l'électricité ou avant au début du XXe siècle avec les progrès qu'il y a eu avec la mécatronique, qui a donné la cybernétique des années 50 qui a été théorisée par Norbert Wiener, et ensuite la numérisation du signal qui permet l'intrusion du calcul numérique dans toute cette boucle de réaction qui va être comment contrôler l'ensemble de ces mouvements pour effectuer une tâche. Voilà, alors quand le chercheur en robotique est face à cette machine, il va se poser la question de comment une machine comme ça peut-elle ramasser un objet par terre. Et partant de là, c'est-à-dire comment je vais coordonner les 30 moteurs de ce système-là de manière cohérente pour que ma main puisse aller saisir un objet qui est sur la table. Donc ça, c'est la grande problématique du roboticien. Mais en posant cette question, moi j'ai envie de vous demander comment vous faites. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Comment faire en sorte qu'un robot humanoïde tienne debout sans se casser la figure? Hein, si vous le prenez tout moteur arrêté, pouf, il s'effondre comme une marionnette. Donc pour qu'il tienne debout, comment faire? Et là, je vous retourne la question, c'est comment se fait-il que je ne tombe pas? En ce moment précis, vous avez vu, je suis dressé. Comment se fait-il que je ne tombe pas? Quels sont les mécanismes, les
les mécanismes qui sont à l'œuvre pour que mes 700 muscles, puisque j'ai à peu près 700 muscles dans mon corps, agissent pour que je ne tombe pas. Et vous savez très bien que je pourrais tomber si j'avais un certain défaut. Certains défauts, par exemple, qui seraient un défaut du sens de l'équilibre situé dans mon système vestibulaire, un défaut de toucher qui fait que ma plante des pieds ne sent pas où est mon centre de pression, etc. Mais la connaissance intime de ces mécanismes est encore un problème ouvert. Donc de la nature à l'homme, là vous voyez bien que les problèmes que pose le roboticien, en fait, sont des problèmes qui rentrent en écho avec les problèmes que se posent les biomécaniciens ou les neurophysiologistes pour mieux comprendre notre propre comportement. Alors nous, on a réussi à le comprendre, c'est-à-dire on a transformé les connaissances qu'on a pu faire avec et qu'on a pu les implanter avec des algorithmes. Donc voici un robot qui est capable de saisir un objet au sol tout en gardant son équilibre. Je ne sais pas exactement comment l'homme fait, mais il n'y a pas besoin de savoir comment l'homme fait. Les ingénieurs sont là, les chercheurs sont là pour mettre en place des méthodes explicites qui permettent de faire ça à travers un certain nombre d'algorithmes. Donc il faut bien faire attention au parallèle, la nature et le robot. Ce n'est pas parce que nous savons faire, nous avons produit une manière de faire ça sur un robot que c'est exactement la même chose pour nous. Alors après... Lucie Olivier passe une photo de bras là. C'est bien comme ça. Ouais. Quand je marche comme ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire, puisque j'ai 700 muscles qui sont en train de se coordonner pour faire en sorte que j'avance. Et donc on peut se dire, bon, le système nerveux est en train de coordonner 700 muscles, enfin, comment il fait? Bon, on a déjà élucidé un certain nombre de principes qui sont les principes de synergie motrice, c'est-à-dire qu'avec une seule commande, vous pouvez activer plusieurs muscles simultanément, comme le ferait finalement un automate avec des transmissions par cam mécaniques. D'accord? Donc il y a des aspects, le cerveau tente à réduire les commandes qu'il a à envoyer aux muscles, et ce qu'on a mis en évidence très récemment, c'est qu'un des principes de réduction pourrait être chez l'homme celui-ci. Donc on a étudié l'homme avec des méthodes beaucoup plus modernes, c'est-à-dire qu'on utilise, on observe un marcheur et on utilise des techniques de capture de mouvement, on fait marcher le marcheur sur des plateformes de force qui donnent exactement la pression que les pieds exercent sur le sol, et de là on peut en déduire la position du centre de masse. La position du centre de masse, c'est-à-dire mon centre d'équilibre si vous voulez, c'est un point qui n'est pas un point anatomique, il est situé quelque part autour du pelvis, mais si je me mets comme ça, c'est un point qui sera dans le vide, hein, et si je me mets comme ça en arrière, il sera aussi dans le vide, donc c'est pas du tout un point anatomique, mais c'est un point qu'on peut reconstruire par observation. Eh bien, on a observé donc ce marcheur, et il apparaît que comme dans l'hypothèse du lion de Léonard de Vinci, ce qui nous meut, c'est une petite roue
qui a à peu près cette taille, tout est à la taille, hein, c'est-à-dire que le centre de masse d'un homme qui marche suit une courbe mathématique qu'on appelle une troncoïde, qui fait partie de la famille des cycloïdes, peu importe, qui est la trajectoire suivie par un point qui est entraîné par une roue qui roule sur une espèce de table virtuelle, d'accord, qui serait une des synergies de la locomotion humaine, qui permettrait de conclure que finalement, à l'instar du lion de Léonard, on ne marche pas, on roule. Voilà. Je vous remercie.